Bonjour à tous et à toutes. Je pense que l'événement a démarré, donc parfait. Bienvenue dans ce webinaire. On va être ensemble pendant 1 heure. Donc n'hésitez pas à nous faire un petit bonjour dans les commentaires pour bien savoir que vous êtes là. On va attendre juste une petite minute, le temps que tout le monde se connecte, parce qu'il y avait pas mal de monde qui était inscrit à ce webinaire. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Bonjour Christophe, bonjour Caroline. N'hésitez pas à mettre un petit bonjour dans les commentaires. Et bonjour Marie, bien sûr. Merci d'être Salut avec moi aujourd'hui. Fanny, avec plaisir. Bonjour tout le monde. Je vois pas mal de commentaires déjà qui arrivent dans le chat, donc c'est super. Merci à tout le monde. Et déjà une petite question auquel je peux répondre directement. Il y aura bien sûr un replay de ce webinaire. Donc voilà, si jamais vous devez partir en cours de route ou pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes, pas de souci. Il y aura un petit replay. On va commencer sans plus attendre et de toute façon les retardataires pourront se joindre à nous directement. Donc le thème de ce webinaire c'est formation à l'ère de l'hyperconnexion, ce que les neurosciences nous apprennent. Donc Marie va vraiment nous révéler tous les secrets à ce niveau-là. Et en fait, le sujet va être décortiqué de la sorte. Dans un premier temps, on va creuser en quoi en fait l'hyperconnexion va affecter la concentration et la mémorisation, notamment bien sûr dans le contexte de la formation. Ça sera la première partie. En deuxième partie, on va vraiment explorer les formats courts et les micro-apprentissages et voir si c'est vraiment la solution en formation et dans quelle mesure. Et en troisième partie, on va vous révéler des stratégies simples et efficaces pour capter l'attention en fait de vos apprenants et les accompagner vers une meilleure rétention de l'information. Voilà, ça va être vraiment ça le programme de ce webinaire. Et avant de passer au sujet, je vais me présenter rapidement, Marie, et puis après, je te laisserai te présenter. Donc moi, c'est Fanny, je suis experte en engagement chez WooClap. WooClap, c'est une suite en fait d'outils interactifs qui permettent justement de renforcer l'engagement et l'apprentissage des collaborateurs, notamment en formation. Voilà, aujourd'hui, on est présent dans plus de 150 pays. On a plus de 50 millions d'utilisateurs et environ 5000 clients un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est toujours en fait de trouver des meilleures méthodes d'apprentissage et vous accompagner dans une dynamique de formation interactive. Marie, je te laisse te présenter. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je suis docteur en neurosciences et j'ai fondé la Fabrique à neurones. Donc, la vocation, là, vous avez une petite phrase, mais la vocation, en gros, c'est de sensibiliser aux neurosciences cognitives, donc de parler de comment se passe tout ça dans notre cerveau, d'expliquer un peu nos comportements pour aider à mieux fonctionner au quotidien, que ce soit dans l'apprentissage, comme on va en parler aujourd'hui, mais aussi dans nos vies professionnelles, donc quand on parle de concentration, d'émotion, de charge mentale, de tous ces sujets-là. Et une troisième activité qui va être autour de la stimulation cognitive pour garder tout son intellect en forme tout au long de la vie. Ça, c'est ce que je fais à la Fabrique. Donc, je forme et je fais des conférences et des interventions autour de ces sujets. Et je suis ravie d'être là. Nous aussi. Merci Marie pour ça. Alors, avant de passer au vif du sujet, on avait une petite question pour vous avec Marie. Donc voilà, je vous invite à scanner le QR code qui est à l'écran ou sinon Charlotte va mettre dans le chat le lien pour répondre à la petite question que j'avais pour vous. Et n'hésitez pas à rester connecté durant ce webinaire puisqu'en fait, je vais poser d'autres questions durant le webinaire. Donc voilà, soit scanner le QR code avec votre téléphone, soit directement cliquer sur le lien. Et n'hésitez pas, oui, si vous voyez, il y a une petite, il y a un petit onglet pour les smileys si vous voulez aussi réagir directement. N'hésitez pas à le faire. Je vois qu'il y a déjà 70 personnes connectées. Parfait. On va attendre encore un petit peu. Si jamais il y a des problèmes de connexion, n'hésitez pas à le dire dans le chat pour qu'on vous aide. Mais normalement, voilà, vous cliquez juste sur le lien et ça vous connecte directement. 86 personnes. Parfait, on va attendre encore un petit peu. Super, on va pouvoir lancer. Et pour les retardataires, n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien. Hop.
Alors, si on vous dit hyperconnexion, à quoi pensez-vous? Donc ça va créer un grand nuage de mots et ça nous fera une belle introduction pour le sujet. On va attendre un petit peu que toutes vos réponses soient prises en compte. Donc il y a vraiment réseaux sociaux qui a l'air d'apparaître le plus souvent. En effet, c'est vraiment Avec un l'écran, élément important des écrans. Le téléphone, en effet. Les réseaux. La surcharge cognitive, c'est vrai que ça, c'est un thème intéressant aussi. Ça fait pas mal de réponses. Je vais attendre encore un petit peu avant de pouvoir. déconcentration. Mhm. On va en parler. Les notifications, surcharge, fatigue, en effet. Le H24, genre tout le temps. Mm. C'est vrai qu'on est tout le temps connecté. Ouais. Ok, parfait. Je vais bloquer le vote pour qu'on puisse un peu voir ce grand nuage de mots. Merci pour ça. Marie, il y a des choses qui t'inspirent dans ces mots-là? Mais tout, il y a surcharge cognitive qui arrive en assez gros. Et je crois que c'est un des effets Mm, néfastes de l'hyperconnexion, c'est clair. Téléphone, notification, charge mentale, l'attention, tous les phénomènes d'attention. mm. Ouais, ouais, c'est des choses dont on va parler là, ça me parle fort. Hypersollicitation. Parfait, mais Carrément. on est déjà dans le sujet, donc merci beaucoup pour vos réponses. On va pouvoir commencer sans plus attendre. Donc, en première partie, les mécanismes cognitifs en jeu dans l'hyperconnexion. Donc là, ma première question pour toi, Marie, c'est la suivante. En fait, l'idée, c'est un peu de comparer comment notre cerveau se comporte dans une situation classique où on fait une tâche à l'instant T et Mmh. quand on est en situation de multitâche. Donc, en fait, comment le cerveau, selon toi, va traiter l'information en situation classique quand on est concentré sur une tâche Mmh. et qu'est-ce qui Mmh. se passe-t-il au contraire s'il y a une situation où il y a plein de tâches en même temps et qu'on traite tout à la fois? Mmh. Alors, ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'on fait rarement, en fait, cette comparaison-là et là, c'était vraiment une question un peu, nouvelle dans moi, la façon dont je le traite. Mais effectivement, donc en situation classique, il y a une information qui arrive dans le système que je vois, que j'entends, que je lis, d'accord? Pour faire des tâches, il faut que des informations arrivent dans mon cerveau et je vais préactiver des réseaux neuronaux. Du coup, là, sur la slide qu'affiche, Fanny, c'est la situation verte. Je préactive des réseaux neuronaux qui, en fait, sont liés à l'information qui arrive. Donc, quand je vous dis le mot soleil, vous préactivez dans votre tête les réseaux qui s'occupent du mot et du concept soleil. Et ça, c'est vrai que si le mot soleil est déjà en vous, si vous le connaissez, vous le comprenez, il est déjà associé à plein de choses, la plage, la chaleur, la couleur jaune-orange, etc. Si c'est important pour la conversation en cours, pour la tâche, pour l'apprentissage, alors on va activer à fond ce réseau qui me permet de comprendre le concept soleil. Si c'est pas du tout intéressant dans la conversation, j'ai dit soleil comme ça, mais en fait c'est pas du tout le cœur du sujet, ça va redescendre tranquillement et on va pas garder ce réseau neuronal actif. Ça c'est la situation classique. Maintenant, quand on est en multitâche, qui est un peu le cœur du sujet aujourd'hui, on reçoit en fait beaucoup d'informations en même temps. Et ces informations qui arrivent, tous, qui ont un sens pour nous, d'un côté on parle de soleil, de l'autre côté on parle de deadline, de l'autre côté on parle d'enfants à aller chercher, ça active dans ma tête tous ces trucs, chacun à leur tour. Mais disons qu'on aura du mal à activer pleinement une chose pour s'en occuper après, pour continuer dans cette direction et s'en servir de cette information, puisque cette activation forte, elle est interrompue par ok, finalement, c'est des enfants dont je dois parler et ce à quoi je dois penser maintenant, c'est ça. Donc, on arrête la préactivation, l'activation pleine de l'autre côté pour aller vers ça. Et ce phénomène d'arrêt et de repart dans ce qui se passe dans ma tête, ça crée de la confusion, ça nous fait perdre du temps, ça va augmenter le nombre d'erreurs parce que en fait on se laisse pas le temps physiologique, d'accord? Toutes ces activations qui se font dans ma tête, ça demande du temps. C'est des neurones qui sont en train de s'activer, d'envoyer des molécules, d'accord? Donc ça prend du temps, ça peut se faire qu'une étape après l'autre. Donc si à chaque fois je passe d'un truc à l'autre, en fait j'arrête ce processus et c'est pour ça quand on fait quelque chose, il faut rester concentré dessus.
Et il faut le faire jusqu'au bout parce qu'on a préactivé, puis activé à fond, puis enfin on est bien pour faire la tâche ou la chose qu'on doit faire. Et si on l'interrompt en passant à autre chose, bon bah du coup on repréactive d'autres réseaux, on réactive à fond pour faire ce qu'on doit faire dans ce nouveau truc qui nous a attiré, le téléphone qui sonne ou autre. Et c'est ça qui crée en fait toutes ces difficultés quand on est dans le multitâche. Je sais pas si je suis claire. C'est très Mm. clair, hyper intéressant. Oui, j'avais lu qu'il fallait plusieurs minutes pour passer d'une activité à une autre. Donc, si en fait tu regardes tes mails et qu'après tu te remets sur Mm. la lecture d'un article, en fait, ton cerveau a vraiment besoin de temps pour pour passer d'une Ouais, tâche à une autre. Et c'est fou parce que clairement. d'ailleurs, le multitasking, on a l'impression de gagner du temps souvent en essayant de Ouais. jongler de plein de choses à la fois. Et en fait, on perd du temps plus qu'autre chose, si je comprends bien. Carrément. Et il y a un jeu là-dessus assez simple à faire que je pourrais peut-être te donner, Fanny, comme ça tu pourras le partager avec tout le monde, mais qui montre justement que bien qu'on plébiscite vraiment les gens qui multitâchent, en fait, on perd du temps et on perd vraiment de l'énergie et on fait plus d'erreurs. Et c'est vrai que le côté je fais tout en même temps, on a l'impression qu'on maîtrise, qu'on assure, il y a le mail tout de suite, le téléphone tout de suite, tout ça. Mais en fait, il y a plein de petites erreurs et tant que ça part pas à conséquence, c'est pas le bout du monde, c'est pas grave. Mais en fait, vraiment, si on faisait chaque chose les unes après les autres, bien en restant que sur notre activité, on gagne du temps. Et ça, ce petit jeu le montre assez bien. Il est chouette. Donc, je te l'enverrai comme ça pour si jamais ça Hyper. peut se diffuser par les gens et pour s'entraîner et vérifier eux-mêmes. Oui, oui, hyper preneuse de ça. Et de toute façon, on va développer un peu plus tard comment justement Mm. faire face à cette hyper connexion, parce que c'est vrai que c'est hyper tentant d'aller checker ses mails, de regarder son téléphone, comme on est justement, comme on disait, avec ce nuage de mots tout le temps connecté. Mais oui, Euh, c'est clair. Clair. Et du coup, ma question suivante, c'est justement, comme on est dans le thème de la formation, Mm. cette hyper connexion, quels impacts ça va avoir sur l'apprentissage et la formation? Oui, alors peut-être juste avant de passer, c'est vrai que j'ai pas insisté, mais donc on Mhm. perd du temps, on augmente nos erreurs, mais effectivement aussi ça nous fatigue. C'est-à-dire que ça nous fatigue bien plus que de faire une Ah tâche, oui. de bien l'accomplir, puis de passer à autre chose. Et c'est important pour l'apprentissage après, effectivement. Donc je le remets là parce que je pense que ça a beaucoup de sens. Le fait de switcher comme ça et de passer d'un truc à l'autre et de préactiver puis activer pour faire quelque chose, en fait, c'est de l'énergie qu'on dépense, d'accord? C'est de l'énergie, des calories, quoi, qu'on dépense vraiment. Moi, je suis biologiste de formation, donc je parle souvent de trucs un peu bio comme ça. Mais c'est bien à comprendre parce que du coup, on comprend qu'à la fin de la journée, on est vraiment, vraiment fatigué, que à force de multitasker, on est fatigué parce que on déploie beaucoup plus d'énergie que nécessaire en faisant ça. On pourrait sauvegarder un peu notre énergie qui n'est pas illimitée et faire chaque chose l'une après l'autre. Et il y a aussi une fatigue un peu émotionnelle qui est quand je Mhm. multitâche. Je sais très bien que je suis pas dans des conditions optimales pour performer. Mon mail, il risque d'avoir une petite erreur. Et si j'écris à mon manager, bon bah voilà, ça me stresse un peu. Et c'est pas forcément conscient. Et donc on a aussi une fatigue émotionnelle qui se rajoute là-dessus. Donc on perd un peu sur plusieurs tableaux qui sont un peu essentiels pour nous, qui sommes tous surchargés, débordés et hyper connectés, qui rajoutent cette couche. Donc je pense que ça c'est important. Et du coup, pour Bien. répondre à ta question, après ce truc, c'est que oui, quand on va être dans une situation d'apprentissage, donc là, disons que donc si on est dans la situation classique et qu'on apprend quelque chose et que je suis bien dessus, je préactive effectivement dans mon cerveau les zones qui sont liées à la nouvelle information qui arrive. Donc j'ai une nouvelle information qui arrive, ça préactive les zones qui sont liées à cette nouvelle information. Donc je prends un mot nouveau qu'on ne connaît pas jusqu'ici, j'apprends l'italien, l'espagnol. Si on me donne la définition avec, alors je peux préactiver tout ce qui concerne cette définition. Parce que dans la définition, il y a des mots simples que je connais, même si le mot Mm. lui-même, il n'est pas encore connu. Quand un mot est pas connu et que je ne connais pas, ça peut pas préactiver des choses dans ma tête puisque c'est pas encore là. Ça n'a pas été Oui, créé. logique. Du coup, je vais préactiver ça. Et puis comme ça a du sens, je l'active à fond. Et à ce démarrage, au tout début, il faut pouvoir laisser un petit peu de temps, un peu de concentration pour pouvoir justement comprendre, c'est la première étape de l'apprentissage, comprendre ce qu'on est en train de me proposer. Si c'est un mot, si c'est une compétence, un savoir-faire, enfin voilà, ça peut être plein d'apprentissages différents. Et là, sur cette première phase, il faut se laisser du temps pour que cette information soit préactivée puis activée à fond. Et là, en fait, on va
Le but de l'apprentissage à ce moment-là, ce sera de commencer à créer les réseaux neuronaux qui correspondent à cette nouvelle information. Et pour la créer, il faut qu'elle s'attache à d'autres réseaux préexistants. On ne va pas tout le temps la créer de nouveau, ça existe, mais c'est très coûteux. En général, on essaie plutôt de rattacher à des notions qu'on connaît. Par exemple, je dis le mot métacognition, je donne une définition derrière, c'est la compréhension de mon propre fonctionnement intellectuel. Si on ne connaît pas du tout le mot métacognition, ça ne nous évoque rien, donc on ne préactive rien dans notre tête. Mais le fait qu'on comprenne notre fonctionnement intellectuel, ça a du sens. Et donc on préactive tous ces mots-là, et ça va permettre de créer ce nouveau réseau neuronal de métacognition à partir de ceux existants. C'est pour ça que c'est vraiment important quand on est en apprentissage et en formation de toujours faire du lien avec des choses familières, de mettre des anecdotes, d'être simple, d'être accessible, parce que sinon, on peut rien préactiver et activer dans notre cerveau pour commencer l'apprentissage. Donc ça, c'est le phénomène d'apprentissage. Si, dans cette première partie de compréhension, on est dans de l'hyperconnexion et donc dans du multitâche et qu'il y a plein de choses qui se passent en même temps, comme je disais tout à l'heure, en fait, on casse la préactivation, l'activation, sauf que là, au lieu que ce soit sur des choses déjà connues, c'est sur quelque chose qu'on est en train d'essayer de construire. Et donc, on ne lui laisse pas la possibilité de commencer à se mettre en place, ce nouveau réseau. Donc là, c'est un peu délicat. C'est là où l'hyperconnexion, elle est délétère, quoi, pour l'apprentissage. Ce sera pas idéal. Donc, dans cette première partie de compréhension, il me faut du temps et il me faut de la concentration. Et là, voilà, on va laisser toutes les distractions de côté. On ne fait pas en même temps ses mails ou on ne prend pas un appel. Par contre, après, une fois que cette information elle est bien là, c'est bon, j'ai compris ce que c'était que la métacognition. Maintenant, il y a tout un phénomène de mémorisation, puis après de consolidation. Là, on peut faire un petit bout et puis passer à autre chose, d'accord, parce que ça va me faire des rappels réguliers. Et ça, là, ça peut être différent. Là, ça peut avoir du sens dans l'apprentissage. Voilà, je crois que c'est un peu ce que je voulais dire là-dessus. Hyper clair. Et tu mettais un point d'honneur sur la fatigue aussi. Et du coup, Ouais. en formation, j'imagine que dans l'apprentissage, c'est aussi Ah oui. un point essentiel. Si on est surchargé émotionnellement, ça peut encore plus bloquer en fait notre apprentissage. Oui. Ouais, Mm. c'est pour apprendre et pour que cette compréhension se mette en place, ça nous demande un peu d'effort, puisque la concentration, c'est de l'effort, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, c'est de l'énergie qu'on dépense. Et ce moment de compréhension, c'est vraiment, je dédie tout mon être à être sur cette nouvelle information pour essayer de la capter. Pour la compréhension, il faut faire des liens dans sa tête, il faut essayer de réaménager des choses ensemble pour se dire, ah oui, en fait, tu vois, j'ai déjà des éléments, je comprends ce qu'on essaye de me montrer là. Et ça demande du temps, ça demande de la concentration et c'est beaucoup d'efforts. Donc si j'essaye de faire ça alors que je suis très fatiguée, je perds en efficacité de cette première étape de l'apprentissage. Si en plus j'ai des interruptions, bah là vraiment je me remets des couches et des couches et ça va être on met vraiment pas toutes les balles de notre côté quoi. C'est pas la bonne expression, mais vous voyez, on met pas tout de notre côté pour y arriver. Parfait. Ben, merci pour ce tableau qui résume bien l'hyperconnexion en formation. Euh, alors, on va passer à la deuxième partie, du coup, Mhm. la mémorisation et les micro-apprentissages. Parce que c'est vrai, moi, la première, je suis de plus en plus aujourd'hui sollicitée par des formats très courts, explicatifs, de situations, des vidéos. Et en fait, on va un peu creuser le sujet pour voir si justement c'est des éléments qui sont efficaces pour la concentration et pour l'apprentissage. Avant de commencer, autre petite question ou clap pour vous. Donc, on est aussi intéressé pour savoir, en fait, si vous utilisez, quel type d'utilisation vous avez des micro-contenus dans vos programmes de formation, dans votre quotidien. Donc, voilà, n'hésitez pas à répondre à la question que je viens de lancer. Normalement, vous étiez encore connecté et si besoin, il y a toujours le lien que Charlotte a remis dans les commentaires. Alors, il y a pas mal de réponses différentes de ce que je vois. Ce qui ressort pour l'instant le plus, c'est une utilisation mixte. Donc, Mhm. certaines formations qui intègrent des micro-contenus avec aussi des contenus plus longs. Il y a quand même pas mal de personnes aussi qui n'utilisent pas du tout de micro-contenus dans leur formation. Quelques réponses sur certaines formations reposent exclusivement sur des micro-contenus. Ça va être intéressant du coup d'écouter ce que Marie a à nous dire sur ce sujet-là.
réflexion en cours sur l'intégration des micro-contenus. Ah, ça, c'est pas mal aussi, parce qu'il y a pas mal de personnes, du coup, qui se posent la question de l'intérêt de micro-contenus et si c'est pertinent aussi. Ouais, c'est l'occasion du coup d'en débattre. Mm. Tout à fait. Mais ce qui ressort le plus, c'est quand même une utilisation mixte. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir qu'il y a cet équilibre qui peut aussi se trouver. Mm. Parfait. Merci pour vos réponses. Donc oui, du coup, ma question pour toi, pour commencer, Marie, c'est comment notre cerveau réagit-il au format de micro-apprentissage? Et peut-être, j'ai vu une question sur la définition de micro-contenu, Mm. peut-être Ouais. rapidement, en une phrase, résumer ce que Ouais. c'est, et puis après, répondre à la question. Bien sûr. Donc le micro-apprentissage ou les micro-contenus, c'est, je sais pas, il y en a peut-être qui font Duolingo, qui ont des choses comme ça. En fait, c'est des contenus qui arrivent pour 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, qui sont très rapides et sur lesquels on se met, par exemple, ça arrive sur mon téléphone et puis j'ai une question qui arrive avec un petit quiz, j'y réponds et hop, je repasse à mes tâches du quotidien. Et puis dans ma journée, j'ai plusieurs questions comme ça qui arrivent sur mon ordinateur, sur mon smartphone. C'est un peu ça, les micro-contenus, les micro-apprentissages. C'est beaucoup utilisé, je pense, en question, des questions sur que veut dire ce mot, voilà, dans quelle ville, si c'est de l'histoire, était ça, si c'est une révision pour des étudiants. Un peu comme les flashcards, s'il y en a qui connaissent ça, c'est le côté flash, je te montre un truc, tu me réponds tout de suite, hop, et on a parlé de ce sujet. Mais ça peut aussi être micro-contenu, une petite vidéo de 2 minutes. Hop, il y a une petite vidéo de 2 minutes qui arrive sur un sujet, et puis on garde ça à la pause quand on peut, puis on en a d'autres à d'autres moments. C'est cette idée-là de micro-contenu. Et donc oui, le côté micro, donc court, ça veut Mmh. dire que c'est sur un temps court comme ça qui arrive un moment dans ma journée que je choisisse ou qui m'est sollicité, qui arrive parce que le téléphone a une notification me dit tiens, t'as un petit micro-contenu qui est arrivé. Ça peut être super, c'est assez à la mode, c'est un côté super sympa et le cerveau là comme c'est proposé va aimer ce côté challenge, petit défi, surtout si c'est sous forme engageant avec des questions ou un quiz. Ça on aime ça en général parce que ça joue un peu sur le côté ludique qu'on aime beaucoup ou le côté challenge qu'on aime bien aussi. Donc ça va stimuler et c'est sur un court terme, tu vois, c'est sur un petit moment comme ça que ça se passe. Ça, c'est vraiment bien pour consolider des informations qu'on a déjà ancrées, c'est-à-dire des choses qui sont déjà en nous. J'ai déjà vu ce mot, j'ai déjà vu cette notion, j'ai déjà vu cette compétence, ce savoir-faire. Et donc là, c'est des petits rappels pour voir si c'est toujours là en moi. Et ouais, c'est bien, je suis toujours dessus. Donc, et qui est très utile pour garder ces informations dans le long terme. Donc, cette consolidation, c'est ça. C'est comment je garde des informations très longtemps et qu'elles sont vraiment en moi pour être utilisées, pas juste cette semaine, mais pour la vie, dans l'idéal, bien sûr. Là où effectivement c'est peut-être pas idéal, c'est que pour la compréhension, comme on disait tout à l'heure, le micro-apprentissage, c'est pas génial. Pourquoi? Donc si je reprends un peu mon découpé, je comprends d'abord les infos, puis je les mémorise, puis je les consolide. Et donc dans cette phase de compréhension, on a en fait le phénomène où on préactive nos neurones qui sont en lien avec les notions qu'on est en train de voir et d'apprendre, puis on les active à fond. Et puis après, en fait, on essaye de créer des nouveaux réseaux neuronaux qui sont cette nouvelle information. Dans mon cerveau, c'est stocké comme ça, l'information, c'est des réseaux qui s'activent en fonction de chaque information. Et il y a un phénomène biologique qui s'appelle la potentialisation à long terme. Je sais, c'est un peu technique, mais en anglais, c'est LTP, l'acronyme. Et cette potentialisation à long terme, c'est quoi? C'est quand un neurone et le neurone voisin, donc une synapse, l'endroit où deux neurones se connectent, est sollicité suffisamment fortement ou de façon assez fréquente, c'est-à-dire très, très régulièrement beaucoup, euh, alors tout d'un coup, cette connexion est potentialisée sur le long terme. Ça veut dire qu'elle devient plus forte, elle est renforcée, et à chaque fois qu'on va la solliciter à nouveau, à chaque fois que ce neurone sera stimulé à nouveau par cette information nouvelle qui arrive, par exemple, eh ben, le passage de l'information est fait plus facilement, plus rapidement, et cette potentialisation, elle peut durer quelques minutes comme des mois.
Ce phénomène-là, qui existe dans certains neurones, qu'on a beaucoup étudié chez les rats, mais du coup, chez les humains, c'est pareil, on est des mammifères de la même façon là-dessus, c'est la meilleure hypothèse qu'on a comme étant la base de l'apprentissage. Et par exemple, des petits rats dans un labyrinthe qui ne peuvent pas faire de potentialisation à long terme n'arrivent pas à retenir le chemin dans leur petit labyrinthe jusqu'à la nourriture qui est cachée quelque part. Alors que s'ils peuvent faire cette potentialisation à long terme, si on n'abîme pas leurs synapses, voilà, biologiquement exprès parce que c'est de la recherche, eh ben, ils vont se souvenir du chemin. Ils l'apprennent à force de le faire une ou deux fois. Et ce sera grâce à ce phénomène de renforcement de la synapse qui concerne le nouvel apprentissage qu'on a la mémorisation qui se met en place. Et donc là, ce que je veux dire avec ça, c'est que si j'ai pas l'activation forte, l'activation fréquente de cette nouvelle neuro, de ce nouveau, cette synapse importante, et en fait c'est pas une, hein, c'est plein de synapses, c'est tout un réseau de neurones, alors je pourrais pas vraiment passer à l'étape d'après qui est la mémorisation puis la consolidation. Donc pour que cette potentialisation se mette en place au démarrage, il faut, ce que je disais tout à l'heure, pouvoir passer du temps dessus et y revenir fréquemment au démarrage. Donc on va beaucoup en parler au début, le mot métacognition, on va en parler, on va l'utiliser, on va faire des exercices pour que jusqu'à ce moment où c'est bien compris, et alors la mémorisation peut commencer vraiment parce que les synapses en question sont potentialisées et vont faciliter le flux d'informations dans mon cerveau et que la mémorisation pourra se faire. Ça, c'est le côté théorique lié à la réalité. Mais ça explique bien pourquoi, si j'ai du contenu un peu bref qui m'arrive comme ça sur quelque chose que je comprends pas, ça suffit pas juste de le voir et de passer à autre chose, parce que j'ai pas mis en place cette potentialisation qui prend un peu de temps. Qui prend un peu de temps, il faut que ce soit assez intense et que ça m'arrive assez fréquemment pour qu'elle se mette en place et que la mémorisation existe derrière. C'est donc le principe de répétition, c'est donc le principe en tout cas, de vraiment se focuser à fond dessus. Et là, le micro-learning est pas le plus adapté. Ce sera pas le moment où faut mettre du micro-learning. Le micro-learning, il arrivera dans l'étape d'après. Donc là, dans le 1, 2, 3, ce sera sur le 2 et le 3. J'ancre et j'intègre, je mémorise parce que ça y est, j'ai bien compris ce que c'était. Maintenant, je peux être dans la mémorisation. Donc répétition, utilisation, pratique. Puis un peu plus tard, je consolide. Même chose, répétition, utilisation, pratique, mais dans le temps. On se laisse du temps entre ces choses-là. Donc ça, c'est important parce que je pense que ça donne des utilisations, des outils d'apprentissage. On a plein d'outils numériques super intéressants, différents selon l'endroit où on est dans la phase d'apprentissage. Et ça demande quelque chose d'un peu spécifique. Si on est en train d'apprendre, je sais pas, le care management, bah, on va pas faire de la même façon que si on apprend à utiliser Excel pour faire ses devis. Et cette partie de compréhension, c'est pas la même dans ces deux formations parce qu'elles ne tapent pas sur les mêmes choses. Donc, il va falloir à chaque fois adapter ce programme en fonction du sujet et en fonction de la phase de compréhension et puis la phase de mémorisation, de consolidation. Hyper Voilà. intéressant. Merci pour ça. Et c'est vrai que j'en apprends aussi pas mal parce que j'ai jamais trop distingué dans mes révisions, même quand j'étais étudiante ou même dans ce que Moi non j'apprends, plus. la phase de vraiment découverte, nouveauté où tu maîtrises pas les notions et après en fait tu les révises. C'est vrai que parfois tu Ouais. as un peu tendance à directement entrer dans le côté j'apprends et puis je retiens et puis je révise. Et là en fait, Ouais. ce que tu nous dis, il faut vraiment faire en plusieurs temps et adapter les méthodes d'apprentissage en fonction de cette phase d'apprentissage, quoi. Mm. Mais ouais, et c'est bien, enfin, ce parallèle, j'aime bien, tu vois, quand on était petit, qu'on apprenait des poésies, par exemple, il y avait Mhm. certains profs qui nous faisaient comprendre, donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, on faisait un peu une petite analyse de texte, là, parce que, voilà. Et ça facilite la mémorisation derrière, où on pouvait apprendre par cœur. Et donc là, on passait directement à la mémorisation. Et c'est vrai qu'on forçait l'apprentissage par de la répétition, encore et encore et encore, mais en fait, sans forcément comprendre. Moi, je me souviens de poésie que je récitais sans comprendre ce que je disais du tout. Et donc, en fait, c'était quelque chose de mécanique, l'apprentissage par cœur, qui n'est Mm. pas de l'apprentissage comme on le veut aujourd'hui, parce que le vrai apprentissage, c'est je peux réutiliser vraiment ce que j'ai appris. Et quand j'apprends par cœur, je sais pas faire, surtout sur des compétences ou des savoir-faire. Ça marche pas du tout. Et on sait à quel point c'est frustrant d'apprendre par cœur et quelques années après de plus avoir retenu ce qu'on a appris. C'est Et c'est pour clair, ça que tu c'est clair. d'ailleurs, c'est important d'associer aussi pour apprendre de nouvelles choses, de l'associer à des idées connues, des images pour faire en sorte de bien retenir les informations. Carrément, carrément. Super intéressant, merci pour ça. Et du coup, autre question pour toi. Donc, selon toi, est-ce que c'est possible d'apprendre efficacement en quelques minutes par jour et quelles sont les pratiques du coup à adopter pour ce faire?
Oui, alors oui, c'est faisable. C'est-à-dire que l'apprentissage, si on reprend ce découpé-là, compréhension, puis mémorisation, puis consolidation, je comprends, j'intègre, puis je me rappelle de cette information régulièrement pour qu'elle dure. C'est vraiment possible si dans le 2 et le 3, on a nos micro-contenus. Dans le 1, c'est pas impossible, mais on met vraiment pas toutes les chances de notre côté. C'est-à-dire que dans la partie 1, c'est là où il faut prendre ce temps de vérifier que mon apprenant, il est bien au bon endroit. C'est là où c'est très important de lui faire des feedbacks tout de suite et de bien accompagner pour être sûr que ce qui va ancrer derrière, c'est correct et qu'on n'est pas sur autre chose. Ça, on le voit tous. Parfois, on a l'impression qu'on a maîtrisé un truc, le petit logiciel, on a vu le truc, on fait ah c'est bon, j'y suis. Puis quand on se met dessus, on est là, ouf, je sais même plus comment ça marche, je sais pas quoi faire. En fait, cette étape de compréhension, elle a été bâclée et on sait pas ancrer vraiment le truc derrière, on sait pas l'utiliser, donc l'apprentissage n'a pas fonctionné. Donc il y a vraiment cette idée qu'il faut comprendre, passer du temps là-dessus. Euh, Après, le par cœur peut être utile si, et donc n'ayant pas cette compréhension, dans certains cas, bien sûr, donc je ne dis pas que ça s'applique à tout, mais dans la majorité de nos apprentissages en entreprise, on veut quand même que les gens s'autonomisent beaucoup. Donc, il faut de la compréhension pour qu'ils soient libres après d'utiliser ces contenus intelligemment en fonction des situations, des contextes, etc. Donc oui, mais un bémol sur les phases de l'apprentissage. Elle est toujours bien adapté en fonction de là où on se trouve dans Ouais, l'apprentissage. Ok, très c'est ça. clair. Et pour en revenir vraiment aux capsules courtes, le contenu snacking, les vidéos très courtes Mm. d'apprentissage, est-ce qu'on peut apprendre uniquement avec ce type de contenu pour que ça soit efficace et durable? Je dirais oui. Alors oui, dans les cas où ça porte sur des choses qu'on connaît déjà. Donc tout à l'heure, Ouais. je parlais du care management, tu vois, puisqu'on change nos façons de manager, j'espère, un peu partout. Et donc, on est plus dans quelque chose en fait qu'on connaît déjà tous. Il y a pas de nouveauté dans le care management. C'est comme la communication, il y a rarement des grandes nouveautés. On est plus sur un effet comment je vais réussir à pratiquer, comment je vais voilà un changement qui est un peu plus long sur l'humain parce que ça touche au soi, aux autres, etc. Donc là oui, on n'est pas obligé de passer des heures sur la compréhension des choses. Il faut plutôt aider à rappeler et puis à pratiquer parce que les informations sont quasiment déjà là, elles sont juste un petit peu tournées différemment. Mais donc je dirais que c'est possible si on est sur une base de connaissances un peu partagées déjà. Mais si on est vraiment, je prends un niveau un peu ardu, on est sur j'apprends la compta à partir de zéro ou j'apprends la chaîne de décision quand on est N plus 20 et que voilà et que on n'a jamais fait ça. Là, c'est compliqué d'être sur du micro-learning parce que ce sera bien une fois qu'on a démarré l'apprentissage, mais ce sera pas ça en entrée de jeu. Ça peut être de la sensibilisation avec une ou deux petites vidéos courtes pour donner envie, mais la compréhension elle-même, elle viendra sur quelque chose où on est beaucoup plus engagé qu'une vidéo de 2 minutes ou une question d'une seconde, tu vois, où on y passe 30 secondes. Ça me paraît pas efficace. Donc ça va dépendre du contenu et du niveau de connaissance des stagiaires sur ces contenus-là, quoi, individuellement. Très clair. Donc l'idée, c'est quand même toujours un peu d'adapter et de peut-être alterner entre des méthodes de micro-contenu et Ouais, des méthodes un peu traditionnelles qui permettent une ouais. concentration mais sur peut-être un format plus long et plus durable, quoi. Ouais, moi vraiment, si c'est moi qui design un truc, je mets beaucoup de temps sur la compréhension, en étant Mm. sûr que c'est bien clair, qu'il n'y a pas d'erreur, beaucoup de feedback tout de suite pour aider les gens à se recalibrer, à rechanger leur prédiction naturelle et aller vraiment vers ce qu'on cherche. Et une fois que ça c'est bien validé, là carrément du micro-learning tout de suite. Et puis dans le temps, tu vois, sur plusieurs mois, plusieurs semaines pour aider à ce que ça reste là et que ce soit et puis leur rappeler de l'utiliser régulièrement aussi quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute manière, ça fait une belle transition pour notre dernière partie, qui est justement de donner des solutions concrètes et efficaces pour améliorer l'attention et l'apprentissage, aussi dans un contexte voilà, d'hyperconnexion. Donc Marie, tu as déjà un petit peu donné quelques pistes de programmes de formation qui seraient adaptés justement à ce contexte d'hyperconnexion. Si on essaye de dresser un tableau idéal d'un programme de formation qui justement est adapté selon toi, qu'est-ce que ça serait?
Alors, je pense que, bah, voilà, à la Fabrique à Neurones, on a un centre de formation, donc on a réfléchi à ça. On a fait des choix éclairés, disons, en sachant que c'était pas parfait. Mais effectivement, je pense qu'un gros effort à faire, c'est quand même d'attirer. Surtout quand on est dans une entreprise un peu population captive, on a nos salariés, on a envie que tout le monde se forme parce qu'on met cette culture apprenante en place, c'est super, et donc de faire progresser les individus dans le collectif. Pour qu'ils y aillent et qu'ils aient envie d'y aller, il faut qu'ils soient motivés un petit peu, et il n'y a rien de mieux que d'être attiré par le sujet. C'est un peu comme je vais au cinéma, ça m'attire d'aller voir ce film. Là, il y a cette formation, ça m'attire, il y a un truc voilà, qui me titille, j'ai envie d'aller voir. Et donc cet effet d'entrée, c'est quand même pas mal parce qu'on y va avec le plaisir d'avoir envie d'y aller et pas à Mhm. reculer en disant j'ai pas le choix, je dois faire cette formation. Et puis là, on est déjà moins motivé pour mettre des efforts dessus. Comme l'apprentissage, c'est forcément des efforts. L'apprentissage sans effort, ça n'existe pas. Mais disons que l'effort peut être plaisant. C'est ça qu'on oublie, c'est que l'effort peut être plaisant. Et ça peut être du Mhm. jeu, ça peut être des avatars où on est un super-héros ou que sais-je. Donc ça, je pense que le premier, c'est attirer, donc cette attractivité au démarrage. Comme ça, on a envie, on est curieux. Et Stanislas Dehaene, dans son livre sur l'apprentissage, donc un chercheur en neurosciences, conseiller à l'éducation nationale, en parle. C'est un des quatre piliers, c'est la curiosité pour pouvoir Mhm. mettre toute son attention dessus. Donc ça, je pense que c'est un vrai effort à faire. Il ne s'agit pas juste que le contenu soit top et que voilà, il faut aussi que qu'on ait envie, parce que si le contenu est top mais qu'on n'ait pas envie d'y aller, les gens seront pas là, donc c'est un peu dommage. Donc ça, je dirais que c'est le premier truc. Ce qui me vient à l'esprit, c'est voilà, il y a quelques boîtes et quelques logiciels qui font ça, qui ont des trucs très sympas, très ludiques. Donc donner envie. La deuxième chose peut-être, c'est d'avoir des récompenses. Alors les récompenses, c'est pas forcément un badge de progression et des bonbons à la fin. C'est simplement que on est satisfait d'avoir accompli quelque chose. Ça peut être une très grosse récompense. Donc engager les gens, leur faire des choses dans les programmes de formation, que ce soit en micro-learning ou plus long, ça va être bien. Donc le micro-learning avec des quiz, avec des situations concrètes, avec des classements, avec des choses où les gens sont actifs, ça marche bien. Bah, ce qu'on fait là avec les quiz, avec Outlap, je veux dire, c'est cette idée, c'est cette interactivité, ça engage, ça donne envie. Donc ça, je pense que c'est un deuxième élément qui est important. Et un truc à pas négliger, c'est que si je suis, par exemple là, on est en mode visio, on fait pas le sondage, mais on pourrait. Je pense qu'il y en a plein qui sont en train de multitasker, c'est-à-dire qu'ils écoutent d'une oreille et en même temps il y a un petit mail, en même temps il y a le téléphone. Et c'est d'autant plus fort qu'on est derrière des écrans à distance. Alors ça se passe beaucoup moins quand on est en présentiel. Et le micro-learning, c'est un truc de distanciel, c'est pas un truc de présentiel. Ça peut se faire en présentiel, il y a des profs qui l'utilisent de temps en temps en levant une petite carte avec une question, voilà, dans leur journée de formation ou d'apprentissage avec les enfants. Et donc ça Mhm. aussi, je pense qu'il y a une nécessité de sensibiliser tout le monde à dire, si vous voulez que vos sessions d'apprentissage soient efficaces et utiles, vraiment que ces 2 minutes soient utiles pour vous, ne faites que ça. Ne faites que ça, n'allez pas faire autre chose en même temps. Donc ça demande un effort supplémentaire, d'où la nécessité que ce soit attractif, intéressant, pour qu'on soit bien capté dedans et qu'en même temps, on soit pas en train de faire autre chose. C'est naturel de faire autre chose dans les écrans, ça, comme ça, là, la visio, ça, c'est pas assez attirant par rapport au présentiel pour qu'on n'ait pas envie de papillonner sur autre chose en même temps. Donc, Voilà. si je comprends bien, aussi sensibiliser les apprenants à qu'est-ce qui va faire que leur apprentissage est vraiment durable, ça va aussi avoir un impact en fait sur la formation derrière. Oui, et ils auront moins de temps à y passer. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que si la formation m'emballe pas tant que ça, si je suis bien concentrée dessus et que je fais que ça va être vite fait, en fait. Je vais vite intégrer et puis consolider tout ça. Alors que si je fais plein de trucs en même temps, ben ça va pas rester. Et je sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive effectivement de faire comme tout le monde, c'est-à-dire il y a un sujet qui m'intéresse, je l'écoute d'une oreille en même temps que je fais un mail ou un truc, ça n'aura servi à rien parce que en fait j'étais pas concentrée sur ce que j'ai écouté, je sais plus de quoi on parlait et du coup j'ai raté le truc. Donc Mmh. ça c'est important, ça nous fait gagner du temps, de l'énergie, et si c'est vraiment utile pour nous et important, pour plein de raisons, hein, soit parce que j'ai pas le choix, soit parce que ça m'intéresse, ce sera le plus efficace et on y perdra le moins d'énergie. Ouais.
Hyper clair. Et tu parlais tout à l'heure de la notion de plaisir dans justement le fait d'avoir cette Ouais. politique d'attractivité Mm. en Ouais. formation. Ça a été prouvé que le plaisir aussi permet un meilleur apprentissage. Oui, en fait, le circuit de la récompense qui nous fait ressentir du plaisir, mais pas que, d'accord? Donc ce circuit dopaminergique qui fait d'autres choses. En particulier, il est très impliqué dans l'apprentissage. Il nous permet d'anticiper des tas de choses dans ce qu'on apprend. C'est lui qui va nous conditionner. Donc, si il y a des choses qui reviennent régulièrement, grâce à ce circuit de la récompense, on peut se conditionner et ça peut être très positif. Hein, le conditionnement, c'est négatif, mais dans l'apprentissage, ça peut être bien. Donc effectivement, la notion de plaisir est intéressante. C'est pas la seule. Par exemple, être stressé ou avoir peur de pas réussir quelque chose, ça peut être aussi très motivant. C'est la vie, c'est pas dramatique, hein, et ça va nous aider aussi à aller de l'avant et à faire ce qu'il faut faire. Mais c'est quand même plus sympa quand c'est le plaisir. Donc oui, le côté attractif, le côté ludique, jouer sur ces choses-là, c'est quand même favoriser toute une ambiance, une culture d'entreprise qui sera quand même plus sympa pour ces formations et pour les stagiaires. Ils iront ensemble, ils seront contents. Euh, il y a une chose dont j'ai pas parlé, c'est que le microlearning étant très individuel, on est seul sur son téléphone ou sur son écran, on peut aussi favoriser quelque chose d'un peu plus collectif en ayant des choses du coup attractives, un peu surprenants, qui font que les gens vont en parler ensemble après. Et là, ça crée du lien social, du collectif, qui est vraiment très utile pour renforcer l'attractivité sur la formation. C'est un peu, je prenais l'exemple d'un film qu'on a envie d'aller voir. Si tout le monde en parle à la sortie, elle est faite bouche à oreille. Bon, bah, tout le monde va aller voir de quoi on parle. Donc là, on renforce l'attractivité du contenu. Et donc ça peut être aussi des choses super chouettes à réfléchir et à travailler en créant nos programmes. Avec un effet de groupe hyper intéressant. Mm, Merci mm. pour ça. J'ai une dernière question avant aussi de passer aux questions de notre audience aujourd'hui, parce qu'il y en a pas mal. Donc, on va aussi prendre le temps d'essayer de répondre à toutes les questions. Ma dernière question, c'est sur cette idée d'entreprise apprenante, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même assez important et on en entend beaucoup parler. Justement, cette volonté au sein d'une entreprise de créer une vraie culture d'apprentissage qui devient vraiment une part en fait de l'ADN de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette notion-là d'entreprise apprenante? Je pense que c'est essentiel, c'est-à-dire que on pense les individus comme vraiment avec leur volonté propre et que c'est qu'une question de le vouloir pour le faire. C'est vraiment le dernier degré d'efficacité que demander aux gens d'avoir de la volonté. Et on le sait tous, quand on est assis dans le canapé, repartir seul faire un truc, c'est pas toujours, c'est possible, hein, bien sûr. On est motivé par plein de choses, mais ce qui marche le mieux, c'est quand même le collectif. Donc si on prend le temps vraiment de développer cette culture apprenante dans l'entreprise, la structure, l'association, le collectif, peu importe là où on est, alors ce sera beaucoup plus simple d'emmener tout le monde. C'est-à-dire que les individus eux-mêmes vont y aller beaucoup plus facilement sans que ça leur coûte. Alors si on dit aux individus, allez-y, faut vous former, mais qu'on n'a pas mis en place cette culture, ça leur coûte parce qu'ils disent, bah, quand est-ce que je le mets? Les autres le font pas. Il y a un effet, on le voit hein, quand on doit faire des gestes très forts pour sauver la planète au niveau écologique, c'est beaucoup plus dur si on est seul à se dire je fais ça, alors que si le collectif, tout le monde le fait, bah, nous aussi on le fait en fait. C'est comme ça, il y a une pression sociale qui marche et qui fonctionne. Donc je pense que c'est important que on prenne conscience de cette force collective et pour mettre en place une culture, il faut vraiment que ça vienne du sommet. Donc on peut pas demander au bas de faire les efforts, il faut vraiment que le sommet soit exemplaire là-dessus et puis mettre en place des politiques, des incitations, des choses pour que ça devienne vraiment une culture, le plaisir, etc. qui va avec. Donc pour moi, oui, c'est assez central dans ces propositions. Ouais. Hyper intéressant. Merci pour ça. Il y a pas mal de questions dans le chat. Donc, à part si tu as des choses à ajouter, Marie, moi je trouve que c'est déjà très complet. Mais sinon, on va pouvoir passer aux questions. Euh, ou peut-être si tu veux faire une petite phrase de conclusion sur les trois parties. Je, je dirais, ouais, je dirais que peut-être se souvenir de ces trois étapes dans l'apprentissage et de bien du coup se poser la question de qu'est-ce qui est le plus pertinent pour chacune de ces phases, pour comprendre, ensuite pour mémoriser. Donc, par exemple, je peux comprendre un mot, son sens, mais le mot lui-même est compliqué, donc je vais devoir le mémoriser ce mot et c'est nouveau. C'est un peu, voilà, c'est pas des mécanismes similaires. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ça? J'ai la partie consolidation qui est de la répétition dans le temps assez espacée. Je pense que ça peut être un guide quand on cherche un guide pour préparer cette formation, de se dire, bah,
où je mets des efforts là-dessus, qu'est-ce qui va être le plus utile, et c'est pas forcément les mêmes choses. Donc, et là, le micro-learning peut avoir de l'intérêt, mais l'hyperconnexion, dans tous les cas, c'est vraiment pas notre ami, en fait, parce que il prend trop de ressources attentionnelles, et on a besoin de pouvoir épargner nos ressources attentionnelles qui sont fragiles et pouvoir rester concentré sur une chose et laisser les distractions ailleurs parce qu'on sait pas y résister. C'est pas toi, Fanny, moi, Marie, vous, qui êtes faibles. C'est notre fonctionnement d'être humain. On ne sait pas résister aux distractions. Donc, faire un effort sur changer l'environnement, couper les téléphones, ne pas avoir de bruit, etc. C'est important quand on est dans la formation pour faciliter ces phénomènes dont on a parlé aujourd'hui. Hyper intéressant. Donc, temporalité. Et j'avais même lu, ça me fait penser à cette surcharge cognitive, le fait de même banalement regarder une pub, en fait, même si tu te rends même pas compte que en fait, tu es en train d'être distraite, ton Ouais, cerveau est déjà en train de penser à autre chose, alors que toi, tu n'es même pas en train de regarder activement en fait, ta vidéo sur ton téléphone. Même le fait de le voir euh, dans un background, en fait, ça peut aussi te distraire. Quoi. Donc, c'est vrai on est tous ouais, et toutes malheureusement sujet surchargés à ça. cognitivement. Mm. Ouais, ouais, ouais. On sait pas y résister. Je veux dire, on peut pas fermer nos oreilles, on peut pas fermer notre nez, on peut Donc, fermer nos yeux, mais du coup, l'information arrive malgré nous, elle nous attire, qu'on le veuille ou non, et elle casse notre concentration. Et ça, c'est vraiment la plaie qu'on vit tous. Donc, faut travailler sur cet environnement en général, mais surtout en apprentissage pour essayer de faciliter ça chez les apprenants. très clair. Merci beaucoup, Marie, pour tous ces éléments. On va passer à toutes les questions pertinentes qu'il y a eu dans le chat. Donc, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et moi, je vais parcourir un petit peu les questions que vous avez pour nous. Euh, Peut-être parce qu'on en parlait juste avant, justement des solutions pour mettre en place des formations qui sont attractives. Il y a une question de Loïse à ce sujet. Comment faire en fait en tant que formateur pour attirer les apprenants si c'est une formation qui est imposée, qui est obligatoire? Est-ce que tu as un peu de piste? Ouais. Question pas facile. Parce que Non, faut- c'est pas facile, mais je savais pas si je vous ai donné des noms ou pas, mais il y a une boîte qui s'appelle Kokoroe, par exemple, que je trouve quand même qui fait un bon job là-dessus. Vous pouvez voir des exemples sur leur site. Et ils utilisent des super-héros, ils utilisent vraiment la culture populaire dans laquelle on baigne tous pour personnifier un peu les choses dans leur formation. Et eux, ils travaillent vraiment avec des entreprises qui balancent des formations à tous les salariés, et les salariés n'ont rien demandé. Donc il y a vraiment cette difficulté-là. Et leur parti pris, c'est effectivement, on travaille beaucoup, beaucoup sur l'attractivité, le visuel, que le visuel soit attrayant, soit comme on fait un bon clip vidéo, comme on fait une belle image de publicité. Donc là, c'est un gros travail à la fois marketing, communication. Mais c'est ça, ils mettent des moyens là-dessus pour attirer les gens dans le processus de formation. Parfois, ça, c'est négligé. On travaille sur le contenu, qu'est-ce qu'on veut transmettre aux gens. Mais on ne travaille pas sur le fait qu'il faut les attirer dedans. Donc, quand on a des populations captives pour rien demander, je pense que là, c'est un gros effort et ça peut être une réponse. Une réponse pour mettre des moyens là-dessus, par exemple. En effet, c'est inspirant. Merci pour ça. J'espère que ça répond bien à la question. Une autre question de Sophie qui m'a pas mal intriguée. Selon toi, est-ce que notre hyperconnexion ne changerait pas aussi les attentes de nos apprenants qui ne souhaitent plus passer trop de temps car peu de concentration? Est-ce que justement, le fait qu'ils soient toujours connectés, ça va influencer aussi la manière peut-être dont ils perçoivent la formation et ce qu'ils en attendent? Ouais, je pense que et c'est là la difficulté entre faire pour le groupe et faire pour l'individu, c'est pas si simple. Mais disons que dans les micro-contenus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en général choisir entre être sollicité par le logiciel, par l'appli, qui va nous solliciter au hasard dans la journée, ou choisir nous, on refuse la sollicitation et choisir nous les moments où on y va, sachant que ça reste des micro-contenus, mais on choisit, donc on n'est pas sollicité. Ça, je pense que c'est une bonne réponse à ce genre d'interrogation, et c'est vrai, il y a des gens qui veulent plus être sur leur téléphone, leur ordinateur pour tout le temps pour tout, a raison. C'est bien de s'occuper de ça, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous ressourcer. Et donc, on peut choisir d'y aller au moment qui nous sont opportuns, hein, au moment qui vont bien. Puis, il y en a d'autres, en fait, pour qui ça va bien, ce mode-là, qui sont plus dans on switch, on switch. Les nouvelles générations sont beaucoup là-dessus. Elles aiment bien, en fait, ce côté rapide, on passe d'un truc à l'autre. Donc, pour eux, ça peut être bien de garder l'application qui, elle, sollicite dans la journée à différents moments. Donc, ça peut être une façon de s'occuper de ce côté-là.
Ok, super clair. Et c'est lié à enfin, ça fait la transition avec une question d'Arnaud, justement, qui se demande est-ce qu'il y a des périodes idéales dans la journée, selon toi, où justement on peut proposer ces micro-contenus, ou Mmh. est-ce que justement ça dépend de chacun et chacune? Mmh. Je dirais que globalement quand même, essayons d'éviter la fatigue, donc les moments fatigants où on n'a pas envie d'allouer des ressources. Donc le micro-contenu, il est censé pallier un peu au fait que j'ai pas envie parce que je sais que ça va me prendre 1 heure ou que je dois me casser la tête dessus et que ça va être long, ou voilà. C'est censé casser cet effet-là en disant, bah, ça prend juste quelques secondes, quelques minutes, hop, on regarde, on le fait. Il y a aussi le côté pas d'enjeu. Donc c'est du micro-learning, j'apprends, ça s'adapte à moi, et puis c'est pas grave si je me plante, voilà. Mais je dirais que si on est sur la phase compréhension, la phase de démarrage, il vaut mieux être frais et dispo, parce qu'il y a beaucoup de ressources cognitives qui vont être allouées à la tâche. Et si on est sur de la consolidation, donc on a passé la phase de mémorisation, on est juste au rappel qui arrive de temps en temps. Là, peu importe, ça peut être le soir, ça peut être le matin. Alors bon, quand on est dans une entreprise, les applis, c'est pas bienvenu de solliciter les gens le soir hors de leur horaire de travail dans le cadre de tout ça. Donc c'est plutôt étalé entre les horaires de bureau habituels. Et là, je dirais que tout peut se faire. Mais en gros, quand il y aura un gros effort cognitif, essayons d'éviter les moments fatigants. Donc après le repas, donc après le repas du midi, et puis fin de journée, quoi. Comme la réunion du vendredi à 15 heures, elle n'est bénéfique à personne, parce que tout le monde est fatigué, rincé de sa semaine. Bah là, c'est pareil. On va essayer de mettre ces choses-là à d'autres moments. Ok, parfait. C'est bien noté. On le testera aussi de notre côté. Ouais. Pour revenir peut-être un peu aux questions du début, Ouais. il y a une question de Frédéric qui se demande si la création de nouveaux neurones ou plus aussi de connexions neuronales, est-ce qu'elle est identique chez un adulte, un adolescent et un enfant? Mais non, pas du tout. C'est en termes de potentiel et de quantité, c'est pas du tout identique. C'est-à-dire, notre cerveau, il mature de 0 à 20-25 ans. Et puis, à 20-25 ans, il est mature. Et en gros, moi, je suis biologiste, encore une fois, de formation. Donc, les théories d'évolution, ça me parle fort. De 0 à 20-25 ans, le but de l'être humain, c'est de faire survivre l'espèce. Donc, il Mhm. doit apprendre là tout ce qu'il lui faut pour survivre, être autonome. Donc, on est à fond dans créer des neurones, créer les neurones qui nous sont utiles, voilà, pouvoir apprendre un maximum, ça marche très bien, c'est beaucoup plus facile. Passer les 20-25 ans, on est dans une phase où le cerveau a fini sa maturation, on est censé être capable de survivre dans notre environnement. Et j'ai envie de dire, à 20-25 ans, on sait se protéger, on sait se reproduire, on sait aller chercher de la nourriture, on a appris toutes les choses basiques pour la survie de l'espèce. Donc apprendre après ça, c'est du bonus, c'est un peu du luxe pour l'être humain. Donc c'est un peu plus dur. Et effectivement, avec les années, on se rigidifie un peu. Notre plasticité cérébrale n'est plus aussi plastique. Et donc c'est beaucoup plus difficile de créer des nouveaux neurones et d'apprendre. C'est pas du tout impossible. C'est possible jusqu'à la fin de nos jours parce qu'on crée des neurones jusqu'à la fin de nos jours. C'est juste, ça demandera plus d'efforts, plus de répétitions, plus d'utilisation régulière que quand on apprend à 5 ans ou à 15 ans, où là vraiment ça rentre facilement et on est fait pour ça, quoi. On voit bien la différence d'évolution du cerveau là-dessus dans nos vies. Oui, on le sent bien que quand on était plus jeune aussi, Pareil, on était plus éponge à retenir plein d'informations, plus c'est ça, l'hyperconnexion fait en sorte que la concentration n'est pas toujours optimale. c'est sûr, Et il y a ouais. une question de Christophe qui aimerait te demander si ce que tu en penses de la légende qui dirait que les femmes seraient plus douées que les hommes en général pour la multitâche. Est-ce que Mm. c'est vrai? C'est un Mais mythe. merci pour cette question, féministe convaincue. Non. En fait, l'endroit idéal, on est tous aussi nuls en multitâche les uns que les autres. Donc, je sais qu'il y a des gens peut-être ici qui se pensent forts en multitâche. Je dis pas que c'est faux. Sûrement que vous arrivez à bien performer en switchant d'un truc à l'autre. Je dis pas que c'est pas possible. Je dis simplement qu'on n'est vraiment pas fait pour ça. Et pour la grande majorité des gens, c'est quelque chose qui nous coûte de l'énergie, qui nous fait faire des erreurs et qui nous stresse un peu. Donc, homme comme femme, on est là-dessus, il n'y a pas de différence, on n'est pas fait pour ça. Mais, et là je vais faire un peu mon historiette à 2 francs, mais effectivement dans une société qui a été plus dominée par les hommes, en tout cas les choses ont fait qu'ils sont plus monotâches, ils sont mis dans des choses plus monotâches, le travail, pas les enfants, pas le ménage. Les femmes en accédant au travail, ce à quoi elles n'avaient pas accès avant, sont Mm. devenues et travail et enfants et ménage, et donc elles multitâchent pour essayer de mener tout de front. Donc, en fait, c'est culturel. C'est quelque chose qu'on nous apprend depuis petite à faire plein de trucs en même temps, mais on n'est pas plus forte à ça. Ça nous fatigue plus
Et évidemment, on trouve des astuces et des stratégies, mais on n'est pas plus fait pour ça. Et les hommes qui multitâchent sont pas plus faits pour ça. La société idéale, c'est la société où personne ne multitâche. Donc, on a le temps de faire chaque chose les unes après les autres. Je m'occupe des enfants, je ne fais que ça pleinement. Je travaille, je ne fais que ça pleinement. Je vais manger, je ne fais que ça pleinement. Ça, c'est ce qui correspond bien avec notre cerveau, homme comme femme. Donc c'est vraiment plus une question culturelle, quoi. Oui, ouais. Parfait, merci. Il y a encore quelques questions. On va essayer de répondre à quelques-unes avant la fin de ce webinaire pour rester aussi dans les temps. Il y avait une question sur le digital. Je vais la retrouver. C'était une question de Jean-Noël qui se demandait s'il y avait des études qui avaient montré que l'apprentissage par digital était moins efficace que l'apprentissage en présentiel. Tout à l'heure, tu disais que en présentiel, c'était aussi parfois plus simple d'engager, de se connecter avec les apprenants. Est-ce que ça a été prouvé que... Bonne question. Peut-être que ça a été fait, j'ai pas les références, donc je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, désolée. Ce que je sais, c'est que quand on est derrière un écran, on perd des effets naturels du présentiel. Un effet naturel du présentiel, par exemple, c'est qu'on peut se regarder dans les yeux. Là, moi, même si j'essaie de regarder Fanny dans les yeux, en fait, pour elle, je regarde ailleurs, parce qu'il faudrait que je regarde ma caméra pour la regarder dans les yeux, mais du coup, c'est pas elle que je regarde. On n'arrive Oui. jamais à se regarder dans les yeux. Et ça, c'est un effet naturel qu'on a quand on se regarde dans les yeux. On augmente tout le tonus de notre corps, on augmente le tonus de notre cerveau, on se prépare à l'interaction, on est plus vif, on est préactivé. En visio, on perd tout ça. On perd aussi des signaux sociaux importants, c'est-à-dire est-ce que la personne sourit pas, on perd du temps à essayer de comprendre les autres qui sont en face de nous, qu'on n'a pas en présentiel, et on papillonne beaucoup plus parce qu'on a du mal à attirer l'attention autant en visio que quand on est en présentiel. Plus des normes sociales qui font qu'en général, quand on est un adulte professionnel, on sort pas son téléphone devant un formateur juste devant nous toute la journée, quoi. On essaye d'être un peu présent. Donc tout ça, c'est des choses qui facilitent l'apprentissage quand on est en présentiel et qui l'empêchent un peu quand on est en distanciel. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses efficaces, justement parce qu'il y a des gens qui travaillent fort à essayer de pallier à ces difficultés-là en étant très attractifs, en faisant participer les gens avec des quiz, avec des questions, avec des choses comme ça. Donc voilà. Et j'ai pas d'études là-dessus, ouais, désolée. Faudrait un petit peu creuser pour voir s'il y a vraiment eu des études là-dessus. Mais tu viens de le dire un petit peu sur cette question d'engagement, de faire des quiz. Il y a une question de Fabienne qui se demande, qui aimerait bien avoir des petites astuces pour justement favoriser l'attention en formation. Donc selon toi, plus on engage, plus ça fonctionne. Ouais, il faut solliciter les gens un maximum. Un truc très simple qui ne demande pas de technologie, mais posez-leur la question sur chaque sujet à apporter. Pour vous, c'est quoi l'hyperconnexion? Pour vous, c'est quoi le problème de l'hyperconnexion? Et rien qu'en faisant ça, les gens préactivent dans leur tête toutes les notions autour de ça, et donc ils sont bien mûrs, j'ai envie de dire, pour commencer à réfléchir au sujet et comprendre et puis apprendre. Donc c'est un premier engagement intéressant. Après, leur faire réfléchir en petits groupes, leur faire des activités. Tout ça, ça augmente la curiosité, ça augmente l'attention, qui est beaucoup plus variable quand c'est du monologue et qu'on écoute quelqu'un nous parler. Où là, si on est très attiré par le sujet, très motivé, on reste concentré. Mais si c'est pas le cas et qu'on est un peu population captive, ben on aura tendance au bout de 2 minutes à aller sur son téléphone, à regarder par la fenêtre. Et donc, pour ne pas faire ça, il faut leur demander de faire des choses. Où là, on n'a pas le choix. Donc, c'est un peu ce qu'on peut proposer. Et est-ce qu'il y a des sites là-dessus? Moi, j'en connais pas là, mais je peux regarder. Il y a des propositions qui existent pas mal. Il y a des bouquins écrits sur justement comment engager, l'engagement, qui est un peu le nerf de la guerre en formation, et qui est pas facile. Si j'ai un amphithéâtre de 200 étudiants, c'est très différent d'une formation où on est 10. Et là, on peut engager les gens beaucoup plus facilement que dans un amphithéâtre à 200. Mais c'est possible aussi, avec des outils numériques comme ça, on peut engager 200 apprenants d'un coup, tout comme on peut en engager 10. Les moyens sont juste pas les mêmes, mais ça se fait, quoi. Il faut aussi réussir à varier aussi et à s'adapter en fonction. Peut-être dernière question pour finir un peu en lien avec ce que tu disais. Florence demande comment justement engager un collectif et en même temps offrir une personnalisation des contenus. Quel est l'équilibre à trouver pour que ça fonctionne? Ouais, c'est une super question. Si j'avais la réponse parfaite, bien sûr, ou la solution, ce serait top. Tout ce que je peux ouais, c'est ça. Je veux le savoir, moi aussi. Non, mais c'est vrai qu'en connaissant les principes derrière ça, on voit la difficulté.
je sais pas, 2000 personnes à former, donc on va proposer quelque chose pour ces 2000 personnes. Et en même temps, on sait très bien que Brigitte, c'est pas du tout Fatima, c'est pas du tout Nabil, et chacun a son approche là-dessus et qu'ils ont leurs envies et leurs pratiques différentes. Donc la personnalisation, elle a de l'intérêt. Je pense qu'il y a des choses qui se font très bien avec des arborescences qui ressemblent à l'IA, mais c'est juste des algorithmes bien travaillés pour que, en fonction des réponses et des demandes et de la fréquentation des gens sur l'outil numérique, on puisse s'adapter. Donc il y a des choses qui existent là-dessus qui sont assez adaptables pour personnaliser à l'individu. Mais c'est vrai que c'est un défi permanent, quoi, de faire pour le groupe tout en personnalisant pour l'individu. Et j'ai pas la solution magique, mais il y a des choses qui existent pour nous aider là-dessus, c'est clair. Et peut-être rien que toujours sensibiliser, comme tu disais, les apprenants à ces notions d'apprentissage, d'hyperconnexion, c'est déjà un premier pas aussi pour petit Mm. à petit engager à la fois collectivement et individuellement. Parfait. Voilà. Ben, grand merci Marie pour toutes tes réponses. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que notre audience également. Je vois pas mal de remerciements dans les commentaires, donc merci à vous et à tout le monde d'avoir été présent. Ça nous a fait très plaisir à toutes les deux. Je vous souhaite une très belle journée et dans tous les cas, vous recevrez le replay de notre échange aujourd'hui. Donc voilà, si vous voulez le revisionner, le partager, n'hésitez pas. Et sachez que il y a aussi d'autres webinaires dans cette semaine Wild. Donc voilà, il y a un webinaire également demain à 11h sur l'IA en formation et à midi sur le marketing de la formation. Donc, toutes les infos sur notre site si besoin. Et encore merci Marie, c'était super intéressant. Merci Fanny, merci à tous, c'est tout. Top, j'ai adoré. Moi aussi. Merci tout le monde et très belle journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir.